Bienvenue à tous. Bonjour. Je vous Bonjour à souhaite tous. la bienvenue dans ce dernier webinaire de cette semaine consacré à la biodiversité. Nous terminons cette semaine sur un focus sur une espèce discrète mais précieuse, le triton crété, un amphibien de nos mares et zones humides en Grand Est notamment. Ce webinaire, du coup, s'inscrit pleinement dans les missions de l'Observatoire Grand Est de la biodiversité, qui vise notamment à développer des indicateurs thématiques par milieu. Le triton crété, et qui est sensible à l'évolution des mares et à la fragmentation des milieux, est suivi du coup à ce titre, notamment dans toute la région, pour mieux comprendre l'état et les dynamiques de son habitat. Et pour cette présentation, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Clément de l'association Buffo pour pour nous présenter du coup le triton crété, le suivi de triton crété en Grand Est. Excusez-moi. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la présentation dans le module questions en bas à droite de votre écran à côté de l'onglet chat. Je les collecterai et je les ferai remonter à notre intervenant, du coup, en fin de sa présentation. Voilà. Du coup, je propose de passer au sujet de cet après-midi et Vincent, c'est à toi. Très bien. Donc bonjour à tout le monde. Voilà. Bon, pour commencer, je voulais peut-être déjà rappeler, donc évidemment, ce suivi a lieu dans le cadre de l'Observatoire Grand Est de la biodiversité, mais il est possible grâce à un ensemble de financeurs dont les logos sont en bas à gauche là, de cette première diapositive, et puis également un ensemble encore plus important de partenaires techniques qui ont principalement permis de réaliser le terrain de ce suivi qui est quand même assez chronophage, dont j'espère avoir mis tous les logos sur cette première page également. Alors, commençons tout de suite à parler de notre sujet, du triton crété et de ses mares. Et d'abord, du triton crété en lui-même, qui est quand même un amphibien un petit peu à part, souvent avec un bon capital sympathie. On lui connaît cette allure un peu de dragon, surtout des mâles en période de reproduction, avec cette crête très morcelée. Et puis, c'est aussi un grand triton, c'est le plus grand triton de France avec son cousin, le triton marbré, qui ont de taille à peu près similaire. C'est une espèce qui jouit d'une protection stricte sur le territoire français et européen, mais c'est également une espèce d'intérêt communautaire pour l'Union européenne. Donc, en Grand Est, on a deux espèces d'amphibiens qui sont à la fois dans les annexes 2 et 4 de la directive Habitat Faune Flore. C'est le sonneur à ventre jaune et le triton crété. C'est vraiment des espèces qui sont regardées, surveillées de près à l'échelle de l'Union européenne. Et puis, au niveau des menaces qui pèsent sur le triton crété, c'est une espèce considérée quasi menacée, à la fois à l'échelle nationale en France et puis à l'échelle de la région administrative du Grand Est. Globalement, en France, c'est rarement une espèce qui n'est considérée qu'en préoccupation mineure. De tête, je crois qu'il y a à peu près que l'Île-de-France où il est vraiment LC. Partout ailleurs, il est considéré en déclin, même si, bon, vous voyez, même dans le cadre du Grand Est, c'est quasi menacé. Ça veut dire qu'il n'est pas à proprement parler sur les listes rouges, donc avec un danger d'extinction vraiment évident. Mais on remarque quand même des déclins des populations ou de ses habitats. Souvent, c'est par le prisme des habitats. Alors, c'est aussi un amphibien à part, pas juste par son allure ou par son statut réglementaire, mais aussi par son comportement reproducteur. Alors, c'est un comportement reproducteur qui est partagé par pas mal de tritons en réalité, mais ça reste quand même assez intéressant. Avec cette sorte de danse du mâle, que vous voyez là sur la photo par exemple, la posture assez typique d'un mâle au corps arqué, qui fait vibrer sa queue, ce qui lui permet voilà, de créer un courant pour transmettre des phéromones à la femelle et pour essayer d'attirer son attention.
Et puis, quand l'attention de la femelle est attirée, il va déposer sur le substrat une sorte de cadeau, ce qu'on appelle un spermatophore. Et puis, toujours dans le cadre de cette danse très structurée, il va tenter de la guider vers ce spermatophore pour que la femelle l'absorbe dans son cloaque. Donc voilà, c'est vraiment un comportement reproducteur assez particulier, avec donc une fertilisation interne, mais sans réel contact entre le mâle et la femelle. À différencier, pour ceux qui connaissent peut-être un peu les amphibiens, qui sont habitués aux grenouilles, aux crapauds, de cette fertilisation externe, où la femelle pond des œufs que le mâle va relaxer sa semence par-dessus pour les fertiliser. Là, chez le triton, la fertilisation est bien interne, bien qu'il n'y ait pas de réel contact en fait, entre le mâle et la femelle. Et puis, donc là, ça le met un peu moins à part parmi les amphibiens, mais il faut quand même aussi parler de son habitat. Ici, vous avez une photo que j'ai pris voilà, comme un exemple assez typique en milieu ouvert. Vous voyez dans l'arrière-plan une mosaïque de prairies, de haies, de bosquets, qui sont aussi l'habitat terrestre très important pour le triton crité. On remarque aussi sur cette photo un bon ensoleillement. Le bon ensoleillement des mares, ça permet une végétation aquatique riche, qui est en général appréciée comme support de ponte par les tritons, d'autres amphibiens aussi, et puis comme refuge pour les larves aussi, en attendant la métamorphose. Alors, c'est quand même une espèce, il faut le dire, qui est aussi connue pour être typique en forêt. En tout cas à l'échelle de sa répartition globale, qui est quand même assez large, on trouve jusqu'en Russie. C'est assez typique des forêts, mais dans le Grand Est, c'est peut-être pas l'habitat le plus représenté. On le connaît vraiment typiquement dans ces habitats un peu de prairies, de bocage, dans des milieux ouverts, des clairières parfois plutôt aussi. Mais on le trouve aussi en forêt, parfois dans des mares assez fortement envasées, mais toujours avec un minimum de végétation. Alors il peut y avoir des exceptions, parfois il peut vraiment y avoir des mares forestières très très peu végétalisées, mais souvent, pour soutenir une bonne population source, je reviendrai sur ce terme un peu plus tard, on s'attend à un minimum de végétation dans les mares. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce suivi spécifique au Grand Est, alors comment on fait pour suivre une espèce à une échelle spatiale qui est quand même assez grande, la région Grand Est, c'est l'une des plus grandes régions de France. Donc suivre une mare, bon ça c'est ok, on sait faire, beaucoup de gens, voilà, je vois ici plein de gens du milieu professionnel, je pense vous savez suivre une mare pour les amphibiens, ça se fait depuis longtemps, on sait faire. Suivre par exemple une forêt, c'est déjà plus compliqué, ça va demander un petit peu de réflexion en amont, mais ça reste une entité biologique unique, on sait faire aussi. Et puis suivre toute une grande région administrative où l'espèce est plutôt bien représentée. Là, vous avez la répartition telle qu'on la connaît actuellement du triton crité dans le Grand Est. Là, on est déjà sur un autre niveau de difficulté. C'est beaucoup plus difficile et on va devoir opérer des choix méthodologiques, notamment à travers ce qu'on appelle l'échantillonnage. L'échantillonnage, ça veut dire qu'on ne peut pas suivre l'intégralité, l'exhaustivité de toutes les mares du Grand Est qui abritent le triton crité. Il faut qu'on en choisisse un échantillon qu'on va espérer le plus représentatif possible de la région qu'on cherche à représenter. Donc pour ça, voilà, on a tenté d'avoir des mares un peu dans toutes les entités administratives qui sont concernées, donc il y en a normalement dans tous les départements du Grand Est, dans les 10 départements, qui représentent aussi au mieux les régions naturelles du Grand Est, puisque le triton crité est présent un peu partout, à quelques exceptions près, notamment les Vosges. Mais voilà, on essaie aussi d'avoir un minimum de mares dans chaque région naturelle pour qu'on sache en dire quelque chose. Et puis un autre élément à prendre en compte, c'est aussi le coût de ce suivi, parce qu'évidemment, l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas être exhaustif, c'est parce que ce serait beaucoup trop cher. Et donc il faut prendre en compte le coût des distances pour aller sur les sites, le temps de prospection des sites, qui se fait de nuit, donc c'est quand même assez... C'est une organisation particulière, une logistique particulière. Tout ça est pris en compte pour voilà, un suivi qui s'opère depuis 2021 maintenant, tous les 3 ans, sur 190 mares, réparties telles que vous voyez là sur la carte dans le Grand Est. Alors,
environ 2/3 de ces mares sont hors site protégé. Par site protégé, on entend les réserves, les sites des conservatoires, les espaces naturels sensibles, voilà des sites où on sait que le milieu va normalement être protégé par un statut particulier. Donc on a environ quand même 2/3 des mares qui n'ont pas de statut à proprement parler, hormis évidemment celui d'abriter une espèce protégée, bien que vraiment pour que le statut de protection de l'habitat soit reconnu, il faut normalement que un agent assermenté ait certifié la présence de l'espèce dans le site. Mais bon, normalement, la présence de l'espèce est déjà en soi un gage de protection. Alors, je précise aussi que l'échantillon comprend évidemment des mares où il y a une tritons crétés, mais pas que. Il y a aussi des mares où l'espèce a été attestée, on sait qu'elle a été présente à une époque, mais elle n'est plus observée. Et puis des mares favorables, à distance de colonisation décente, mais où l'espèce est pour le moment absente. Et ça permet que le suivi s'opère à la fois sur les populations présentes et qu'on cherche à voir si elles se maintiennent ou pas, mais qu'on soit aussi tout aussi bien capable de détecter des événements d'extinction. On sait que l'espèce est présente à un moment, elle ne l'est plus au bout d'un moment, et des événements de colonisation. On suit des mares dont on sait que l'espèce est actuellement absente, mais qu'on espère, par des actions de création d'habitat, de recréation de mares, de haies, etc., que peut-être à plus ou moins longue échéance, on retrouvera l'espèce dans ces mares. Et puis, enfin, dernier petit point méthodologique, comment se passe le suivi concrètement? Donc, c'est des inventaires répétés et standardisés des 200 mares suivies. Donc, c'est des comptages nocturnes. Quand je dis répétés, c'est qu'on passe 3 fois par saison sur chacune des mares suivies. Et ce suivi se fait donc à vue quand c'est possible, quand la mare le permet parce qu'elle a une bonne visibilité, etc. Ou via la pose de NAS. Vous avez par exemple en photo un exemple d'une mare où ça a été suivi par pose de NAS qui permet de capturer des tritons qui sont évidemment immédiatement remis à l'eau la nuit même. Et ça permet aussi parfois de voir d'autres espèces comme ça. Ce résultat, il permet ensuite 2 types d'analyses. L'une qu'on appelle site occupancy, qui est une modélisation qui s'intéresse que à l'occupation, c'est-à-dire aux présences et aux absences. Alors, on va vraiment s'intéresser aux mares où on a trouvé au moins un triton, et les mares où on n'en a pas trouvé du tout. On va regarder un petit peu comment tout ça s'agence dans l'espace et dans le temps. Et puis un autre type d'analyse qui, lui, se base sur une modélisation appelée N-mixture, et qui, lui, va s'intéresser aux abondances. Donc là, toutes les mares où on a trouvé du tritons crétés, on les a comptées aussi. À chaque passage, donc à chacune des 3 nuits de chaque année de suivi, on a compté le nombre d'individus, et ça permet aussi de nourrir des modèles qui vont nous renseigner sur les effets de variables, sur les abondances dans les mares. Alors, premier résultat de ce suivi, qui est quand même non négligeable, c'est que on a réussi en 2024, par exemple, à compter un minimum de 1250 tritons crétés. C'est déjà un beau chiffre. Et quand je dis que c'est un minimum, c'est parce que c'est en fait le comptage maximum parmi les 3 nuits de comptage sur chacune des mares. C'est l'addition du total de ces maximums sur chacune des mares. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a bien entendu beaucoup plus de tritons qu'on n'a pas compté ou qu'on a compté à d'autres passages. Mais voilà, c'est un minimum du minimum. On a vu 1250 tritons crétés différents. Et puis, donc, c'est des prospections actives par une large majorité de professionnels qui ont lieu de nuit, au printemps, sur des milieux fragiles, souvent assez rares aussi dans leur contexte. Vous voyez, ça, c'est vraiment un cocktail très puissant pour développer des connaissances naturalistes sur ces milieux, sur ces sites. Sur le triton crété, bien entendu, qui est notre espèce cible. Sur les amphibiens, en manière générale, parce qu'on est vraiment au moment opportun par des professionnels qui connaissent très bien toute la batrachofaune. Mais aussi sur un ensemble de reptiles sur lesquels on va tomber dans les mares, sur des oiseaux, des rapaces nocturnes ou des limicoles qu'on peut entendre la nuit, des coléoptères, en entomologie aussi, il y a plein de choses qui sont assez typiques, qu'on va plutôt entendre la nuit, des orthoptères, des coléoptères.
Donc voilà, ça a vraiment permis une connaissance naturaliste très intéressante, au-delà du seul intérêt pour le triton crété. C'est vrai que j'ai dit, plus de 1000 données d'amphibiens ont été récoltées juste en 2024. Alors, un résultat donc, qui est lui celui de l'occupation. Donc là, on s'intéresse aux présences et aux absences à l'échelle de tout notre échantillon de mares. Vous voyez qu'en gros, 70% des mares suivies abritent du triton crété. C'est un chiffre relativement similaire entre 2021 et 2024. 0,68, 0,67. Donc il y a assez peu d'évolution entre les 2 années de suivi. En revanche, là j'ai mis le taux d'occupation moyen par région naturelle représenté dans notre échantillon. Et là on voit qu'il y a des images assez différentes selon les régions naturelles. On voit notamment la plaine d'Alsace et la Champagne-Crieuse qui ont des taux d'occupation qui tournent autour de 50%, qui sont assez faibles par rapport au reste des régions naturelles. Alors pourquoi? La Champagne-Crieuse, d'abord, comme son nom l'indique, c'est un substrat crayeux, donc plutôt poreux, avec assez peu d'eau de surface. C'est aussi une région dans laquelle l'agriculture s'est pas mal intensifiée, mécanisée au cours du XXe siècle, et dans laquelle les populations sont globalement assez isolées. Donc voilà, on a globalement un taux d'occupation un peu moindre. En plaine d'Alsace, on a un contexte un peu similaire avec une matrice agricole très intense. Donc ça va toujours limiter les déplacements entre mares, les possibilités de colonisation de nouvelles mares ou les possibilités de maintien de tritons crétés dans des mares qui ont subi des traumatismes d'habitat ou climatiques ou environnementaux importants. L'espèce est peut-être un petit peu moins morcelée en bande rhénane, mais en bande rhénane, y compris dans des réserves dont certaines ont pas mal de mares qui sont suivies dans le cadre de l'OGEB, on a parfois des problématiques d'empoisonnement avec voilà, des mares qui se retrouvent avec pas mal de poissons à l'intérieur, et ça, en général, ça ne fait pas bon ménage avec les amphibiens, particulièrement pas avec les tritons. À l'inverse, on a quelques régions naturelles dans lesquelles l'espèce semble très commune, par exemple l'arc de la Champagne humide. Encore une fois, Champagne, comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus humide que la Champagne crayeuse. Ou sur le plateau lorrain aussi, le plateau lorrain oriental en l'occurrence, où même dans des endroits où on ne connaissait pas forcément l'espèce, on arrive à la trouver. Alors, une autre image se dessine quand on regarde non plus l'occupation, mais là, les abondances. Alors, j'avais déjà dit tout à l'heure, on a au total compté un minimum de 1250 tritons crétés parmi toutes ces mares. Mais alors, si on fait un calcul rapide, ah oui, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en revanche, on a une moyenne de 2,78 tritons par mare, donc grosso modo 3 tritons par mare. Évidemment, dans cette moyenne, on prend aussi en compte toutes les mares en absence, c'est-à-dire les mares qu'on suit, mais dans lesquelles on n'a pas encore ou plus de tritons crétés. Donc c'est des zéros qui tirent un petit peu la moyenne vers le bas. Mais quand même, si on fait grosso modo nos 200 mares fois grosso modo 3 tritons par mare, ça fait que 600. Donc pour qu'on ait 1250 tritons au total, c'est bien qu'il y a quelques mares qui ont vraiment des caractères exceptionnels dans le contexte du Grand Est. Disons que la médiane, normalement, on est censé voir entre 6 et 10 tritons par mare quand c'est des bonnes mares, des jolies mares. Et donc, voilà, par exemple, on a une mare dans la Marne, à la Veuve, près de Châlons en Champagne, où donc systématiquement en 2021, puis de nouveau en 2024, on a compté plus de 300 tritons, ce qui est vraiment un effectif très important. Une autre mare assez exceptionnelle qui est dans les Vosges, alors qui est exceptionnelle à plusieurs aspects. D'abord, c'est la mare avec l'altitude la plus élevée du jeu de données. On est à plus de 500 mètres d'altitude. Elle est ici. Je ne sais pas trop si les gens voient mon curseur, mais bon, voilà, c'est au sud des Vosges. Donc c'est une mare à plus de 500 mètres d'altitude pour une espèce qui est normalement plutôt une espèce de plaine. C'est déjà assez particulier. Et c'est en plus une mare où, à la fois en 2021 et en 2024, on a compté environ 150 tritons, ce qui est aussi un effectif très important. Donc voilà, il y a quelques mares comme ça qui ont des effectifs qui surpassent complètement la médiane et la moyenne des mares qu'on suit. Bon, à l'inverse, sur cette mare, vous voyez aussi en miroir aux occupations que je montrais tout à l'heure, parfois un peu plus faibles, en plaine d'Alsace
et puis en Champagne-Crieuse, on voit que dans le Nogentais, donc à l'ouest de la carte, au nord de Troyes, et puis en plaine d'Alsace, on a un peu plus de mares où on n'a pas de triton crété, plus ou pas. Et bon, voilà, ça se reflète un petit peu forcément dans les taux d'occupation plus faibles qu'on a vu tout à l'heure. Alors pour aller un petit peu plus en détail, je vous le promets, il n'y aura pas trop de graphiques, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants à aborder. Là, par exemple, on a ce premier graphique qui est, je pense, assez cohérent, intuitif. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça paraîtra logique. C'est que plus on s'éloigne d'une mare où le triton crété est présent, plus la probabilité que la pièce d'eau qu'on inventorie abrite du triton crété diminue. Donc en gros, les mares qui sont très proches les unes des autres, s'il y a du triton crété dedans, il y a de fortes chances qu'il y ait du triton crété dans la mare qui n'est pas très loin, etc. Mais par contre, quand la mare qu'on va inventorier est éloignée de toute mare avec du triton crété, on a moins de chances d'en trouver dedans. Donc vous voyez, jusque-là, c'est relativement logique. Mais je vous montre la même relation, on ne s'intéresse plus juste à la probabilité d'occupation, mais à l'abondance, c'est-à-dire à la quantité de tritons que les modèles prédisent sur une mare. Et là, on voit que plus on s'éloigne d'une mare d'où le triton crété est connu, plus l'abondance possible estimée dans cette mare va être importante. C'est très étonnant de prime abord, cette relation est inverse entre l'occupation et l'abondance, c'est un paradoxe un petit peu étrange. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Alors, je vais apporter un élément d'explication avec un autre graphique qui est encore un peu plus complexe, je vais essayer de vous le décortiquer. Donc là, on a sur l'axe vertical l'abondance estimée, donc le nombre de tritons que les modèles pensent prédire dans une mare. Et puis sur l'axe horizontal, on a la taille de la mare, donc la surface en eau de la mare. Et puis, on a trois lignes. Vous voyez, en fait, ces trois graphes, ces trois courbes, montrent en fait des situations de mares en réseau ou non. En gros, la ligne jaune montre des mares isolées, donc c'est la seule mare dans un rayon de 500 m². Et puis les mares, les courbes roses et violettes montrent, elles, des mares en réseau, des réseaux plus ou moins importants, mais en tout cas avec un certain nombre de mares dans un rayon de 500 m². Alors ce qu'on voit, c'est que la taille des mares a évidemment un effet sur l'abondance, c'est-à-dire qu'on peut logiquement s'attendre à ce qu'on n'ait pas tout à fait le même nombre de tritons crétés dans un petit trou d'obus, et puis dans une grande mare de plusieurs milliers de mètres carrés. Mais cet effet varie selon que la mare soit isolée ou en réseau. Donc les modèles ont tendance à prédire des plus petites populations dans les petites mares en réseau que dans les petites mares isolées. Alors dans notre échantillon, ça c'est important aussi de le préciser, c'est le pointillé bleu que vous avez à gauche du graphe là. Les mares en réseau sont généralement plus petites, et donc on a plutôt tendance à avoir de grandes mares isolées. Et plus le réseau de mares est important, plus la taille moyenne des mares diminue. Donc dans une petite mare isolée, en général, toute la population locale est contenue dans cette mare. Donc c'est ce que vous voyez au début du graphe avec les courbes roses et violettes qui sont assez basses, mais la courbe jaune qui est déjà assez haute. Et puis vous avez qu'il y a une inversion qui s'opère entre 300 et 500 m² à peu près de surface en eau. Et puis après ça, à taille égale, une grande mare isolée semble atteindre un genre de plafond. La population ne va pas tellement augmenter, alors qu'une grande mare en réseau va booster la dynamique de population locale. Mais donc, il faut quand même avoir conscience, pour nuancer un petit peu les résultats de ce graphe, que la majorité de notre échantillon se situe dans des mares en dessous de 500 m². Les mares sont majoritairement en réseau, petites, associées à des effectifs moins importants. Donc voilà, en fait, ce pointillé bleu, ça veut dire que la moitié des mares qu'on suit dans l'OGEB sont à gauche en termes de surface, c'est-à-dire que c'est des mares qui font moins de 260 m² à peu près, et l'autre moitié fait plus de 260 m², elles sont à droite de ce pointillé bleu. Donc vous voyez que sur les mares de très très grande taille, en fait, on n'a pas un échantillon très large. Alors,
Ce résultat, il s'explique notamment parce que les amphibiens, d'une manière générale, mais c'est très connu chez le triton crété qui a bien été étudié sur la question, sont structurés en métapopulations. Alors, comment ça s'explique ça? C'est en fait des populations en réseau, avec des mouvements de mares sources vers des mares puits notamment, mais les mares puits peuvent aussi produire des individus. En gros, il y a plein de mouvements entre ces différentes mares. Et dans une mare isolée, ce fonctionnement métapopulation n'est pas possible. Donc en fait, nous, quand on échantillonne une mare qui serait en réseau, on a un effet de dilution de la population globale dans les réseaux de mares, puisque les tritons se divisent entre les différentes mares favorables disponibles. Donc l'effectif d'une mare du réseau peut souvent être inférieur à celui d'une mare isolée. C'est pour ça que sur le graphe que je vous ai présenté tout à l'heure, on a des petites mares en réseau avec des effectifs moindres que les petites mares isolées. Mais l'effectif du réseau dans sa globalité, lui, est en général bien supérieur. Ça, on ne l'a pas forcément calculé, mais on le sait de la bibliographie. Et voilà, donc dans un réseau, comme je disais, on distingue des sources, des puits. Donc en gros, les sources, c'est des mares motrices de la dynamique populationnelle avec de forts taux de recrutement, et d'où de nombreux événements de dispersion peuvent partir. C'est sans doute les grandes mares en réseau. Et puis les mares, on a aussi des mares puits, qui sont représentées sur le schéma en petit avec un W, qui sont, elles, des mares supposées plus petites, au taux de recrutement souvent plus faible, ou en tout cas aléatoire, ça peut dépendre des années, et qui peuvent attirer plus d'individus qu'elles n'en produisent parfois. Ce qui est important à dire, c'est que lors d'événements traumatiques pour les milieux, un empoisonnement, une sécheresse par exemple, la diversité des sites de reproduction en réseau permet d'assurer une résilience minimale. On suppose qu'il y a toujours au moins une mare qui va fonctionner, même si le contexte annuel fait qu'il y a certaines mares qui ne fonctionnent pas. Alors que dans le cas d'une mare isolée, si on a un événement traumatique une année, on a perdu les capacités de reproduction pour l'année. Et si jamais on a un événement comme un empoisonnement qui est définitif, eh ben, on a perdu la population. Il n'y a pas de possibilité pour cette population de se maintenir ailleurs avec une autre mare ou quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour agir en région? D'abord, évidemment, j'avais déjà rappelé, je pense, lors d'une précédente intervention au GEB, mais à l'échelle individuelle, ça reste toujours important de partager les données et les connaissances. Tout le réseau herpétologique du Grand Est, en Champagne-Ardenne, en Lorraine, en Alsace, en tout cas une très grande partie de ce réseau est sur la plateforme Faune Grand Est. Donc c'est à travers cette plateforme que vos données et vos observations peuvent servir le plus directement les associations du réseau. Et puis il y a aussi le PRAM, le Programme régional d'action en faveur des mares, qui lui se focus plutôt sur les habitats et qui est vraiment devenu un outil très important pour nous, à la fois en termes de conservation, en termes de connaissances aussi, pour aborder voilà, ce sujet des mares. Et puis à l'échelle des collectivités, évidemment, il y a des actions qui peuvent être mises en place pour favoriser le triton crété et les autres amphibiens aussi. Et on sait que tout ça, ça passe par des doubles actions au niveau des sites aquatiques de reproduction et puis des sites estivaux et hivernaux d'habitat terrestre. Il y a une très bonne opérationnalité, à notre avis, de la démarche TVB, Trame verte et bleue, pour adresser ces besoins complexes des amphibiens, cette double dépendance aux habitats aquatiques, aux habitats terrestres et aux connectivités qui forment et qui permettent cette structure en métapopulation que j'ai présentée à l'instant. Donc quand on souhaite créer des mares, il y a surtout si on vise le triton crété, il y a quelque chose à garder en tête. Par exemple, la cohérence avec les populations déjà existantes, à partir des connaissances qu'on a sur la répartition de l'espèce, sur les données précises. Il faut chercher à créer des mares qui sont à moins de 500 mètres, idéalement des populations déjà connues. On va chercher à créer des mares en réseau, le plus possible, au moins 3 mares. Ce qui est très important, quand on parle de mares en réseau, c'est de faire des mares de forme et de profils variés, qui vont permettre une résilience accrue selon les caractéristiques climatiques propres de chaque région, de chaque année. Tout est toujours différent partout. Et puis, on aimerait aussi prévoir au moins une de ces mares de grande surface. Quand on dit de grande surface, c'est environ plus de 250 mètres carrés, ça fait déjà des belles mares. C'est un élément vraiment très important à avoir en tête.
Et puis intégrer ces mares, bien sûr, dans la mosaïque d'habitat terrestre. Je parlais de boisement, de prairies, les haies qui sont évidemment un élément hyper important pour les amphibiens comme pour tous les autres espèces, les oiseaux, les insectes, etc. À maintenir quand elles existent, c'est très important de le dire, il y en a encore, il faut les garder, il faut arrêter d'arracher les haies, et à recréer quand elles n'existent plus, quand ces structures ne sont plus dans le paysage. Je voulais juste terminer sur un petit focus sur cette histoire de grande mare, parce que c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui pas toujours très bien connu encore, mais ça fait vraiment l'objet d'un consensus de plus en plus important dans la science de la conservation, notamment parce que les grandes mares, en général, bénéficient souvent d'un panel d'espèces plus large. C'est encore quelque chose qu'a montré une étude récente en Suisse de Moore et collaborateurs en 2024, qui est paru en 2024. Ce que je veux dire, c'est quand même, par contre, attention à ne pas faire que des grandes mares de grande surface, parce qu'il y a quand même un petit problème avec les grandes mares, c'est qu'elles ont tendance à être qui tout double, surtout quand elles sont à la fois grandes et profondes. Parce qu'en gros, ça peut être associé à des abondances extrêmes. Par exemple, on a ce cas-là dans la Marne, avec cette mare à plus de 300 tritons à chaque fois qu'on compte dedans dans l'échantillon de l'Augeb, qui fait 7000 m², hein, donc ça fait partie d'une des plus grandes mares de l'échantillon, comme par hasard, avec un effectif complètement dingue. Mais c'est également, on a également des mares de très grande surface qui ont peu de tritons, voire pas de tritons du tout, parce que c'est aussi des mares qui sont plus susceptibles de s'empoissonner, notamment. Et une mare qui s'empoissonne, ça devient impropre à l'immense majorité des amphibiens. Donc l'effet très positif des grandes mares, par exemple dans cette étude en Suisse, elle se conjugue quasi tout le temps à la possibilité d'assec temporaire. C'est des mares qui, certaines années ou régulièrement, à un moment de l'année particulier, qui en général est sans impact pour les amphibiens, vont s'assécher. Et ça prévient évidemment l'implantation durable des poissons. Donc voilà, un petit point encore sur ces histoires de grandes mares qu'il faut vraiment réussir à prévoir, mais à intégrer dans un réseau avec aussi des plus petites mares, avec des profils différents. Voilà, et puis je terminerai évidemment avec un appel, une deuxième couche sur le PRAM. Voilà, il y a beaucoup de professionnels qui sont au contact des zones humides ici. Dans la région Grand Est, en tout cas, il y a des programmes similaires hein, dans pas mal d'autres régions de France, mais dans le Grand Est, il y a la plateforme du PRAM. C'est vraiment super important pour les associations en termes de conservation, mais pas que. Hein, maintenant que la base devient de plus en plus riche, c'est aussi très important, vous voyez, pour ce genre d'études. Pour l'Augeb, ça a été extrêmement important pour la mise en place des suivis des libellules, des amphibiens, mais aussi pour les analyses derrière. Voilà, pour les études, de plus en plus, je pense que ce sera aussi opérationnel pour de la recherche. Il faut continuer ce travail qui sera jamais vraiment terminé. Hein. Les mares, c'est des éléments du paysage qui sont voués à évoluer. Hein. Il y a une succession naturelle dans beaucoup de mares à laquelle on peut s'attendre, mais donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais qui est vraiment très très important pour la conservation de ces milieux d'une richesse peu connue. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent. Et oui, j'insiste et je soutiens ce que tu viens de dire par rapport au PRAM, que c'est bien un outil aussi de connaissance qu'il faut bien continuer à alimenter de manière collective. Et bravo aussi, tu as déjà répondu à 2 questions grâce à tes diapositives. On en avait une première sur le nombre minimal de mares pour qu'une population soit viable et résiliente, et notamment la distance entre elles. Ouais. Alors, pour le nombre de mares, c'est difficile quand même de donner une réponse exacte. Là, c'est vrai que par principe, dans les conseils, si jamais il y a des projets, je disais au moins 3 mares, mais en fait, on connaît des mares isolées qui ont des très bonnes dynamiques de population, hein, comme celle dans la Marne. Donc après, il n'y a pas non plus une recette miracle, ça dépend des contextes, ça dépend de la qualité des mares. Mais en tout cas, oui, pour avoir plus de chances que un projet de création, de restauration de zones humides fonctionne, il faut plutôt prévoir un réseau.
Et on parle de réseau à une échelle spatiale très faible parce que, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément redit, hein, mais c'est classique chez les amphibiens, chez les reptiles aussi. Les capacités de mobilité des amphibiens sont assez risibles. Et les tritons particulièrement ne sont pas des très très bons disperseurs. Donc même si vous connaissez une mare sur une même commune, parfois les bancs communaux sont larges. Si vous refaites une mare à 3 ou 4 km, vous n'êtes absolument pas garanti que l'espèce la trouve. Et plus vous faites votre mare proche, plus la communication sera rapide aussi. Oui, le deuxième point pour lequel tu as déjà apporté des éléments de réponse, c'était concernant justement la restauration des milieux naturels et à savoir si du coup il valait mieux privilégier la création d'une grande mare isolée ou bien d'un réseau de petites mares. Oui. Donc, c'était la... Mais le mieux, c'est d'avoir une grande mare avec d'autres mares autour. mais bon, voilà. Après, bien sûr, hein, parfois ça dépend des opportunités, des contextes. On n'a pas toujours l'emprise nécessaire pour faire une grande mare et plusieurs mares autour. Bien sûr, hein, il faut faire parfois avec ce qu'on a. Ce qui est déjà important, c'est de créer des mares. Mais quand on a la possibilité de faire au mieux, il vaut mieux un réseau avec au moins une grande mare. J'ai une question aussi sur la mare isolée, à savoir quelle serait la taille minimale de la population pour que cette dernière soit pérenne sur le site. C'est une question un peu compliquée. C'est compliqué d'y répondre comme ça. En fait, là, j'ai parlé de la surface, de la taille des mares, parce que c'est vrai que c'est un élément quand même assez important qui ressort de plus en plus dans les études qui cherchent à maximiser les espèces d'intérêt de protection en Europe. Mais c'est évidemment pas les seules caractéristiques qui font qu'une mare est favorable ou non. Il y en a plein d'autres. J'ai parlé de l'empoisonnement, mais il y a aussi la végétation. J'ai un petit peu parlé aussi au départ, mais le type de végétation, ça marche aussi. Il y a le degré d'ensoleillement. Il peut y avoir aussi la cohabitation avec d'autres espèces, plus ou moins. En fait, et évidemment aussi les habitats terrestres à proximité. Donc il n'y a pas que la mare qui compte, il y a aussi les habitats qui sont sur le pourtour de la mare, et qui sont, rappelons-le, pour l'immense majorité des amphibiens, leur habitat principal. Parce que les mares, c'est bien un habitat de reproduction, et la reproduction, c'est un petit moment dans l'année. Et le reste de l'année, ils sont dans les habitats terrestres autour. Donc c'est super important qu'au-delà d'avoir une jolie mare, on ait des habitats terrestres fonctionnels aux alentours. Donc c'est difficile de répondre sur la fonctionnalité et la taille minimale d'une population de tritons crétés. Évidemment, on a envie d'avoir le plus d'individus possible pour éviter les éléments de consanguinité, sachant que surtout quand tu n'as qu'une seule mare, a priori, il n'y a pas d'apport de mares autres ou de sous-population aux alentours. Donc voilà, je ne serais pas capable de donner un chiffre ou un nombre précis. Je comprends. On me demande aussi si du coup, le résultat de l'étude, entre autres, ont montré du coup le lien entre l'abondance des tritons par rapport à la mare isolée et le fait qu'elle soit en réseau. Est-ce que ces résultats sont transposables aux autres espèces de tritons qui seraient sur le Grand Est? Alors, sans doute oui, parce qu'en fait, ce résultat, il provient de cette structure en métapopulation que j'ai décrite, qui a très bien été étudiée chez le triton crété, mais qui était un petit peu l'espèce modèle pour expliquer comment ça marche d'une manière générale chez les amphibiens. Et pas que chez les tritons, hein, chez vraiment les amphibiens en général. Donc on peut effectivement s'attendre à ce que cet effet du réseau de mares soit le même chez d'autres espèces d'amphibiens, parce qu'elles ont toutes ce fonctionnement de brassage par métapopulation entre les différentes mares à une échelle spatiale réduite. Donc a priori, oui. Okay.
Et j'ai une question aussi par rapport, qu'on change un tout petit peu, par rapport en fait aux actions qu'on peut mettre en place. Que faire en fait si on observe une mare empoisonnée avec du triton ou une autre espèce d'amphibien et quel acteur contacter? Surtout si la possibilité d'assèchement est techniquement possible à réaliser. Alors, c'est compliqué. Une mare qui est vraiment complètement empoisonnée, c'est difficile de la désempoisonner complètement. Effectivement, ce qui peut se faire, c'est des assecs. Alors, c'est pas toujours possible, enfin, c'est une logistique particulière hein, pour permettre des assecs. Alors, on a dans l'échantillon, par exemple, on a des exemples qui sont pas à proprement parler des mares. Je parle de mares en général, mais par exemple, dans le Sundgau alsacien, pas loin de ce qu'on appelle la région des 1000 étangs, hein, je crois. Il y a plein d'étangs. Et en fait, il y a des étangs qui ont un très haut degré de naturalité avec énormément de tritons crétés, en tout cas de belles populations. Et parce que c'est des étangs, ils ont une possibilité de vidange, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est un cas dans lequel les assecs sont possibles. Attention quand même aux assecs, parce que dans un beau milieu avec des tritons crétés, parfois il y a aussi d'autres espèces sensibles. Et l'assec, c'est quand même un événement traumatique pour une mare. Alors, ça peut être très bénéfique pour les mares qu'on va chercher à rendre particulièrement favorables aux amphibiens. En Suisse, par exemple, ou en Belgique, quand on crée des mares à but de biodiversité pour les amphibiens, on essaye toujours de les rendre vidangeables, parce qu'on veut avoir des assecs réguliers. Mais bon, il faut quand même avoir cette petite notion en tête qu'il n'y a pas que les amphibiens, il n'y a pas que le triton. Il peut aussi y avoir des plantes, voilà. Donc, on peut avoir un impact sur les autres espèces. J'ai déjà eu vent aussi d'exemples de pêche électrique pour essayer d'enlever un maximum de poissons, qui peuvent avoir un résultat positif, mais c'est souvent pas 100% efficace. Et en fait, même la sec, pour tout vous dire, même la sec, par exemple, sur l'île du Rhin du Rorschollen, où on a des mares qui sont suivies dans le cadre de l'OGEB, il y a eu donc des submersions qui ont apporté beaucoup de poissons dans les mares, et ensuite un assec. Et en 2024, quand on a réalisé le suivi, il y avait eu un assec des mares assez peu de temps avant, quoi. Donc on s'attendait à ce que la plupart d'entre elles soient désempoisonnées, notamment parce que on avait pu voir des mares à sec, quoi. On savait qu'il y avait plus d'eau dedans. Et en réalité, il y a quelques espèces de poissons, principalement les loches et les tanches, par exemple, qui réussissent à survivre assez exceptionnellement longtemps dans la vase. Et ces espèces étaient toujours présentes dans la mare par après. Alors en très faible effectif, très faible proportion, avec peut-être un impact moindre sur les tritons aussi, parce que c'est pas des espèces carnassières. Mais voilà, même la sec n'est pas 100%, c'est pas 100% une réussite. Donc en fait, le meilleur moyen quand même de lutter contre cette problématique d'empoisonnement, c'est plutôt prévenir que guérir, parce que les méthodes de guérison restent quand même assez complexes et difficiles à mettre en place. Et le mieux, en fait, c'est vraiment d'essayer d'éviter, alors quand c'est des introductions volontaires par la main de l'homme, par exemple, c'est vraiment que le message soit transmis, par exemple, aux fédérations de pêche ou aux associations de pêche locales, que cette mare, elle a un but de biodiversité et pas de réserve de pêche ou quoi. Voilà, je pense que c'est peut-être plutôt dans ces aspects de communication sur les mares qu'on sait être des milieux fragiles et connus, riches et à protéger, que ces milieux-là soient connus des acteurs locaux et que les risques d'introduction soient réduits au minimum. Merci Vincent pour tes réponses à toutes les questions. Je n'en vois pas d'autres pour le moment. Et il est 14h15. Merci Vincent vraiment pour la présentation des résultats et les analyses poussées qui sont issues du suivi. Et quant à moi, je vous remercie tous et toutes pour votre participation tout au long de cette semaine. Vous avez pu découvrir une partie des acteurs techniques qui sont actifs sur le territoire et dont le travail nourrit l'Observatoire Grand Est de la biodiversité. Je remercie donc l'ensemble des intervenants de cette semaine de s'être prêtés au jeu de partager une partie de leur travail dans le cadre de l'Observatoire.
Et je vous rappelle que l'ensemble des présentations sera très bientôt disponible en replay sur la plateforme biodiversité.grandest.fr. Et si vous voulez prolonger votre découverte de la biodiversité en Grand Est, vous pouvez consulter les différentes brochures thématiques proposées sur la plateforme ou bien les différentes fiches indicateurs, notamment celles sur le triton crété. Voilà, j'espère vous retrouver lors d'un prochain événement et bonne journée à tous et bonne fin de semaine. Au revoir.